Et l'on continue à présent en plateau avec un questionnement sur la concurrence entre les différents placements. Il y a quelques mois encore, il n'y avait pas d'alternative. L'effet TINA était présent sur les marchés. Dans l'environnement de taux actuel, les investisseurs font face à une myriade de potentiels investissements et notamment les comptes à terme. Nous décryptons cet investissement avec Igor Demac. Bonjour Igor Demac. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes dirigeant associé chez Vital Épargne. Les comptes à terme reviennent sur le devant de la scène puisque les rémunérations de ces comptes à terme redeviennent attractives. Alors on va les redéfinir ensemble et on va se demander surtout si ça rentre dans une panoplie d'investissement, dans une stratégie d'investissement. Déjà, quand on parle de comptes à terme, on parle d'investissement avec des durées très courtes. Alors, d'abord, pour revenir sur le sujet précédent, c'est vrai que c'est la conséquence d'une politique monétaire qui est beaucoup plus favorable. La BCE qui a relevé pour la 8e fois son taux. Donc, on a des taux de dépôt est à 3,5, taux de refinancement à 4, facilité de prêt marginal à 4,25. Donc, ce sont des taux courts. Ce sont des propositions de rémunération sur des 3, 6, 9, 12, 18 mois. Quand on dit compte à terme, ça veut dire qu'en général, ils sont bloqués. D'accord. Il y a des cas de déblocage anticipé. On verra comment ça affecte la rentabilité. Et c'est à opposer aux comptes courants bancaires, qui sont des comptes qui sont très libres, sur lesquels on peut mettre de l'argent, retirer de l'argent. Je crois qu'un des choses qu'on entend le plus souvent, c'est oui, il y a du risque, il y a l'incertitude. Alors, de toute façon, souvent, et c'est normal que ce soit les banques et les conseillers bancaires qui le font, on crée du stress et de l'angoisse pour pouvoir attirer des placements sûrs. Après, il faut se poser la question, c'est quel horizon, pourquoi faire et combien ça rémunère. Est-ce que le compte à terme est un placement à capital garanti ? Alors, il n'est pas capital, entre guillemets, garanti si la banque fait défaut. Et bien sûr, si vous êtes au-delà des montants garantis par la législation. Oui, c'est traité comme un compte courant, enfin comme un compte. Oui. Ce qui est garanti, c'est la rémunération au terme du contrat, du compte à terme. Alors, ce qui est intéressant, moi j'ai regardé, parce que c'est vrai que le slogan « cash is king » est vrai, c'est-à-dire les personnes les plus riches sont celles qui ont des liquidités, mais des liquidités à investir. Et l'investissement, c'est pas pareil que les liquidités. Si on avait placé $1 en 1900, alors je prends des références américaines puisque c'est là où on a le plus de retours et de bases statistiques, notamment sur le S&P. $1 dans des liquidités avec des périodes où les taux ont été encore plus élevés que maintenant, on aurait aujourd'hui un peu plus de $2. D'accord. Si on avait investi dans l'obligataire, on aurait un peu plus de 9. Et si on avait investi dans les actions, on aurait un peu plus de 2500, $2600. Qu'est-ce que ça montre ? On parle de 1900, oui, donc sur une échelle de plus de 100 ans. Mais qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que, en fait, les liquidités, ce n'est pas un investissement moyen-long terme. Ça n'est qu'un investissement court terme. Dans l'échelle des risques, évidemment, celui qui prend des risques, il a plus de rémunération. L'argumentaire, souvent des conseillers, c'est de dire la bourse va mal, attention, ça va mal, compte à terme. Oui. Nous, ce qu'on dit en tant que gérant et gestionnaire de patrimoine, c'est quand ça baisse qu'il faut investir. Entre guillemets, commencer. Et ce que ça montre aussi, c'est que l'investissement dans les actifs risqués ne peut se faire que progressivement pour pouvoir épouser cette fameuse courbe de $1 à $2600. La liquidité, le compte à terme, c'est des choses qui se font de manière instantanée, pour une durée assez courte, parce qu'en théorie, si tout le monde plaçait son argent sur les comptes à terme, en fait, l'économie ne fonctionnerait plus. Le deuxième argument, c'est de dire, attention, c'est très avantageux, mais vous financez les bilans des banques. Alors, souvent en France, les clients, les épargnants sont très critiques vis-à-vis des banques, très critiques vis-à-vis de leur État, mais vous retrouvez des comptes bancaires et des fonds en euros. Fonds en euros qui sont les premiers financeurs de l'État français. Donc, bien sûr, une forme de schizophrénie parfois. Simplement, il y a aussi d'autres arguments, des arguments fiscaux, puisque les comptes à terme sont fiscalisés. Alors, si quelqu'un est au prélèvement forfaitaire libératoire, il faut enlever 30% de la rémunération. On parlera des taux servis après. Donc, 30% à la fin du compte à terme, quand on touche la rémunération, on est fiscalisé. Mais en général, c'est plus ou moins correspondant avec un exercice fiscal. Bien sûr. Puisque vous êtes sur des durées en général, c'est en dessous de 12, supérieur à 12, jusqu'à 18 mois. Vous avez l'obligation de bloquer les fonds. Plus c'est court, moins c'est rémunéré. Donc on commence à 3, 3,10 et puis on peut finir à 3,8 au-dessus de 12 mois ou 18 mois. D'accord. On peut aussi perdre une partie de la rémunération si jamais on casse le compte à terme. On sort avant c'est-à-dire qu'on vous enlève quelques mois de rémunération, on vous minore le taux. Donc
il faut aussi avoir en tête que cet argent-là, il est destiné pour une période à ne pas être utilisé si on veut la pleine rémunération qui est offerte. Donc ce que vous nous dites, c'est que cet environnement effectivement de taux courts élevés qui redonne de l'attractivité à ces comptes à terme, ça n'est pas une martingale pour autant, c'est un placement avec une stratégie propre et des spécificités propres. C'est un outil, mais qui n'est pas un outil d'investissement et d'allocation optimale sur le moyen long terme. Et ça ne peut pas l'être, puisque j'ai démontré statistiquement, même si on me dira c'est trop long, mais l'investissement qui fonctionne, c'est l'investissement qui est productif, c'est-à-dire qui investit dans des actifs, en tout cas en tant que propriétaire, et c'est bien pour ça que, on le disait juste avant, le marché américain, l'économie est pas très bonne, mais les indices marchent très bien, parce qu'il y a 10 valeurs qui, elles, marchent très bien. Donc c'est ça qu'il faut chercher dans une optique d'allocation au moyen long terme. Après, quand vous avez 95 ans, que vous avez à transmettre, il est probable que le compte à terme aujourd'hui est plus intéressant. Méfions-nous parce que le fonds en euros, il n'a pas ses niveaux de rémunération, mais les niveaux de rémunération vont remonter. C'est une enveloppe fiscale, c'est une enveloppe successorale. Donc il y a tout un panel de choses à prendre en compte et on ne peut pas opposer le compte à terme à la bourse de manière trop instantanée parce que ce n'est pas le même outil. Mais sans les opposer, est-ce qu'on constate une concurrence? Alors peut-être effectivement pour des mauvaises raisons, comme vous nous le dites, mais est-ce qu'on constate une concurrence dans ces différents placements entre des actifs risqués, l'obligataire et les comptes à terme? Oui, on peut aussi penser que le fait de voir des valeurs liquidatives bouger, et c'était un des arguments pour investir dans l'immobilier et le private equity. Mais maintenant, les gens se rendent compte que finalement, les liquidités, ça ne doit pas attirer une prime, mais plutôt une décote. Parce que vous avez aussi la solution d'investir dans les SICAV monétaires. Les SICAV monétaires, aujourd'hui, elles ont rechargé leur capacité de rémunération et on est autour de 3. Donc c'est plus se dire j'ai l'argent en banque, j'y touche pas, c'est simple, je comprends. Après, les épargnants de SVB ou du Crédit Anstalt dans les années 30, eux, ils avaient aussi leur argent en banque. Donc il n'y a pas d'actif refuge à 100%. D'accord. Évidemment, je n'annonce pas une faillite de la BNP, mais je dis juste il faut garder à l'esprit que le produit est fait pour un moment, pour une destination. On ne peut pas utiliser quelque chose de long terme pour un but court terme et vice-versa. On n'achète pas de l'immobilier pour 3 mois. Pourquoi? Parce que c'est un actif de duration longue. Là, on est dans des, entre guillemets, actifs financiers de duration ultra courte. Donc ça ne peut pas remplacer un investissement de long terme, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que si on les oppose, ça veut dire que les personnes soit ne veulent pas investir long terme et sont effectivement très adverses au risque, ce qui est compréhensible, et c'est une grande majorité d'épargnants français, puisqu'on a une culture malheureusement très peu tournée vers les actions, il n'y a qu'à voir le taux de détention des actions, mais ça peut tout à fait aussi servir de compte d'attente, et heureusement, j'allais dire qu'aujourd'hui, il est rémunéré, ce temps. Justement, c'était ma question, c'est que cet outil existe, comment est-ce qu'on l'utilise dans une stratégie de gestion de son patrimoine? Au lieu d'avoir une rémunération quasi nulle, comme ce qui était le cas il y a 12 mois sur ces liquidités, parce que l'investissement moyen-long terme dans des actions, il est progressif, l'argent qui n'est pas encore investi, lui, il travaille à 3,5. D'accord. Donc après, on se met dans une configuration en fonction du profil du client qui est plus ou moins offensif, en disant voilà, les liquidités représenteront un peu plus qu'avant parce qu'elles rémunèrent un peu plus. Mais dans un profil offensif, les liquidités doivent rester minoritaires. Dans un profil qui est très adverse au risque, où il y a un âge moyen élevé, évidemment, la liquidité sera plus importante. Bien sûr. Souvenons-nous aussi que les banques, qui sont quand même des agents économiques, n'offrent pas les mêmes conditions pour les mêmes montants. C'est comme la distribution de gros, c'est que plus vous êtes important, plus les sommes investies dans les comptes à terme sont importantes, plus la rémunération sera importante. Il y a des seuils aussi, 500 000 euros, 1 million d'euros, c'est pas non plus accessible à tout le monde. Mais on peut pas utiliser un compte à terme avec 10 000 euros aujourd'hui? Alors, vous avez le livret A, l'éco-dévis, ça c'est... Bien sûr, oui, c'est sûr. Oui, mais la rémunération qui est réglementée, bonifiée, mais qui ne suit pas encore tout à fait la courbe des taux, c'est plus difficile. Alors c'est plutôt pour des montants qui sont plusieurs de dizaines, centaines de milliers d'euros. Donc ça fait quand même appel à des gens qui ont des moyens. Bien sûr. En général, ce qu'on remarque, c'est que les personnes ne veulent pas avoir à se poser la question d'investissement. Même si au fond d'elles-mêmes, elles se la posent. Mais aujourd'hui, si vous lisez les journaux particulièrement français, tout est quand même toujours très angoissant. Donc c'est vrai que c'est très facile de faire peur aux gens et leur dire bon voilà, on nous a fait peur sur le contexte géostratégique. Mais
on l'a dit, le monde continue à tourner, la récession n'est pas encore là, le ralentissement oui, mais les actions des banques centrales pour l'instant ont bien été digérées. Donc nous, notre travail, c'est pas de surajouter de l'angoisse, c'est de dire voilà, ce produit il est fait pour ça, à ce timing, mais dans une optique moyen-long terme. Si on regarde ce qui s'est passé depuis de nombreuses années, il faut avoir du cash quand les marchés baissent, mais il faut aussi toujours rentrer dans les marchés actions parce que si vous attendez le point bas, quand ils baissent, ouais. Moi j'ai souvent vu des gens qui m'ont dit non mais j'attends le point bas et puis ils ne sont jamais rentrés. Et malheureusement, les classes d'actifs risqués volatiles, il y a un moment, faut franchir un certain pas. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'argent qui reste à investir, lui, est rémunéré. Mais en rendement réel, on est toujours à -3. Après fiscalité, on est sur -3, -4. C'est pour ça que $1 en 1900, ça fait $2 aujourd'hui. C'est parce que les phases où les taux d'intérêt étaient très élevés, l'inflation l'était aussi. Donc en rendement réel, c'est vraiment une classe d'actifs qui a, entre guillemets, une classe d'actifs, c'est un outil qui n'est pas performant. Le seul actif qui réplique vraiment très bien en dehors de l'obligataire indexé inflation, c'est l'actif réel, c'est l'entreprise, donc les actions. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit le parcours des marchés actions. Rapidement, les marchés obligataires, pour le coup, offrent-ils aussi, ou constituent-ils une certaine concurrence aujourd'hui au marché actions ? Oui, mais alors, l'obligataire, il y a eu une vague, on en avait peut-être parlé sur ce plateau, de fonds à échéance. Donc ça, bien sûr, il faut le prendre, mais là aussi, question de timing, au début. Parce que c'est au début qu'il y a la recovery sur les taux et sur les spreads de crédit, principalement. Mais au bout de 2 ans, c'est voilà. Et en fait, on est entre des fonds obligataires ouverts et fermés. Ils ont le même comportement. Sauf qu'on en parlait aussi avant cette émission, beaucoup d'obligations étaient dans les fonds flexibles et ont des mark-to-market, c'est-à-dire des valeurs encore en moins-value ou difficiles. Donc c'est difficile de les vendre aux clients, même si ça serait probablement un bon timing. Et il y a cette question de la volatilité de la valeur liquidative qui fait que par rapport à un compte à terme, c'est plus difficile de l'opposer. Et puis on en a parlé avant, la situation sur les taux d'intérêt n'est pas encore calée, ni sur le court ni sur le long en fait. Donc c'est difficile d'aller dans la classe d'actifs obligataires aujourd'hui les yeux fermés. Il y a 6 mois, c'était peut-être plus facile sur notamment ces fonds à échéance. D'ailleurs quand ils explosent et inondent le marché, c'est qu'il y a une vraie fenêtre, c'est pas anodin. Merci beaucoup Igor Demac de nous avoir accompagnés dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes dirigeant associé chez Vital Épargne.